Imaginez la scène. C'est un mercredi matin de fin mai, le soleil brille sur le Camp Nou, et soudainement, le FC Barcelone frappe un coup de tonnerre qui va faire trembler tout le marché du football européen. 80 millions d'euros. Vous avez bien entendu. 80 millions. Pour qui? Pour un ailier qui, cette saison, n'a marqué que 3 buts en Premier League en jeu ouvert. 3 buts. Pendant que les critiques s'étranglent d'indignation, que les forums explosent de débats houleux, que certains commentateurs qualifient cette acquisition de folie pure, nous, on va faire ce que personne ne fait vraiment. Comprendre pourquoi Barcelone a frappé si fort, si vite, et pourquoi cette opération pourrait être bien plus intelligente qu'elle n'y paraît. Bienvenue sur Flash Foot. Avant de plonger dans cette analyse qui va vous montrer des aspects que les médias mainstream oublient systématiquement, activez la notification et abonnez-vous, parce qu'aujourd'hui, on décortique une affaire de transfert qui cache bien des secrets. Laissez-moi vous peindre le tableau tel que le voient les critiques. Anthony Gordon, ailier anglais de Newcastle United, s'envole pour Barcelone pour un montant total dépassant les 80 millions d'euros. Le problème? Sur les 19 matchs de Premier League qu'il a disputés cette saison, Gordon n'a inscrit que 6 petits buts. 6. Et 3 de ces 6 buts venaient de la marque des 11 mètres. Donc, concrètement, 3 buts en jeu ouvert. En 33 apparitions depuis janvier dernier, le bilan se résume à 3 petits buts hors penalty. Vous imaginez donc la tempête médiatique? Rio Ferdinand, légende de Manchester United, ancien défenseur des Reds, regarde ces chiffres et secoue la tête. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille. Les supporters barcelonais se demandent si leur club a définitivement perdu la raison. On lit partout, Barcelone paie 80 millions pour un flop. Comment une grande institution peut-elle commettre une erreur pareille? C'est l'une des plus mauvaises décisions du mercato. Et c'est là que la majorité des gens s'arrêtent. C'est là que les analyses de surface concluent. Mais nous, on ne s'arrête pas. On cruise. Parce que quelque chose ne colle pas. Si le FC Barcelone est vraiment aussi stupide, comment ont-ils gagné la Liga plusieurs fois consécutives? Comment gèrent-ils un budget aussi serré malgré les restrictions de la Liga? Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que les chiffres de Premier League ne nous disent pas. Et c'est justement de ça qu'on parle aujourd'hui. Voilà où ça devient intéressant. Nous avons 2 compétitions différentes cette saison. D'un côté, la Premier League, la Ligue anglaise, réputée pour sa compétitivité brutale, son intensité physique, son rythme infernal. De l'autre, la Ligue des Champions, la compétition reine, le théâtre des rêves pour les meilleurs joueurs européens. Et devinez quoi? Gordon produit des statistiques radicalement différentes dans ces 2 environnements. En Ligue des Champions cette saison, Gordon a marqué 10 buts. 10. C'est pas 6, c'est pas 7, c'est 10. Et sur ces 10 buts, absolument aucun ne venait d'une pénalité. Des buts purs, durs, mérités par sa capacité à se positionner, à exploiter les espaces, à créer du chaos offensif. Ces 10 buts le mettent à la 3e place des meilleurs buteurs de la compétition. Devant lui, Kylian Mbappé et Harry Kane. Juste devant. Vous comprenez ce que ça signifie? Gordon joue au même niveau que Mbappé et Kane en Ligue des Champions. Au même niveau. Alors forcément, la question devient évidente. Comment un même joueur peut-il être aussi transcendant en Ligue des Champions et aussi moyen en Premier League? La réponse n'est pas dans Gordon lui-même. La réponse se trouve dans son environnement, dans le football que Newcastle proposait cette saison comparé au football que Barcelona va lui offrir. Newcastle, sous la direction de son entraîneur principal, adopte une philosophie très spécifique. C'est un football direct, agressif, presque primaire. Les défenses adverses doivent absorber une pression incessante. Les ballons longs pleuvent. Les transitions sont explosives. C'est magnifique à regarder. C'est redoutable pour les équipes qui ne savent pas se défendre. Mais c'est aussi très limité créativement. Newcastle crée de l'espace par le chaos, pas par la possession patient et l'intelligence positionnelle. Or, dans ce contexte, un ailier comme Gordon ne peut que faire certaines choses. Il court. Il presse. Il fait des décalages. Mais il n'a pas vraiment d'opportunité pour une construction créative, pour travailler dans des espaces redéfinis constamment, pour exploiter des patterns tactiques élaborés. En Premier League, les défenses reculaient et attendaient Newcastle. Résultat, Gordon marquait peu. Mais en Ligue des Champions, les adversaires du Barça, même les clubs les plus humbles, arrivent avec une ambition offensive. Ils refusent de se coucher. Et dans ces contextes, Newcastle se retrouvait soudainement à devoir construire du jeu, à devoir jouer plus intelligemment, à devoir exploiter les failles des lignes compactes. Et dans ce contexte, Barcelona, c'est l'exact inverse. C'est la possession contrôlée. C'est la circulation du ballon patiente.
C'est les espaces créés intentionnellement par le mouvement des 10 autres joueurs. C'est précisément l'environnement où Gordon pourrait s'épanouir. Hansi Flick, le nouvel entraîneur, ne veut pas de chaos. Il veut du contrôle. Et dans ce contrôle, Gordon n'aurait pas à improviser, à lutter contre les défenses massées. Il pourrait jouer simple, fluide, dans un système où chaque geste est calibré. Maintenant, on va parler statistiques cachées. Les vrais indicateurs que les experts de YouTube ignorent royalement. Gordon possède le ratio de dribbles réussis le plus élevé de toute la Premier League cette saison. 1,64 dribbles réussis par 90 minutes. C'est absurde. C'est le deuxième meilleur en Europe. Et pourquoi personne n'en parle? Parce que les buts, ça vend. Les passes décisives, ça vend. Mais les dribbles, ça paraît banal aux yeux du fan moyen. Sauf que pour le FC Barcelone, c'est crucial. Vous savez pourquoi? Parce que Barcelone, sous Flick, doit naviguer des défenses qui se replient extrêmement profondément. C'est le problème récurrent de Barcelona en La Liga. Chaque équipe de deuxième division adopte un bloc à 5 défenseurs ultra compacts et à temps. Et pour créer de l'espace dans cette suffocation tactique, il faut quelqu'un qui peut déverrouiller. Quelqu'un qui peut créer du chaos contrôlé. Quelqu'un qui peut dribbler et pénétrer la défense. C'est exactement ce profil. Il ne va pas juste scorer. Il va créer les conditions pour que Lamine Yamal, Fran Torres, tous les autres, trouvent des espaces. C'est un catalyseur offensif, pas juste un finisseur. Revenons un instant en arrière. Pourquoi le Barça a-t-il agi si vite? Pourquoi ne pas attendre juillet pour négocier plus calmement? La raison est simple mais rarement mentionnée. La peur. La peur de qui? De Bayern Munich. Le club allemand était en discussion sérieuse avec Newcastle pour Gordon depuis avril. Les Munichois voulaient Gordon. Ils le voyaient comme le successeur de Serge Gnabry, comme une solution pour améliorer leurs options offensives. Les négociations avançaient. On parlait de montants sérieux. Mais à un moment, quelque chose s'est cassé. Newcastle a refusé. Et là, Barcelone a réagi en foudre. Il y a eu une première réunion le 4 mai. Puis les discussions se sont intensifiées durant la deuxième semaine de mai. Et puis boum. Le 29 mai, c'était terminé. Pourquoi cette accélération? Parce que le Barça savait que si Bayern revenait à la table, avec sa puissance financière, avec le prestige de la Bundesliga, Gordon aurait potentiellement choisi Munich plutôt que Barcelone. Et Barcelone ne pouvait pas se le permettre. Pas après avoir investi tant de ressources dans ce dossier. De plus, Barcelone avait une fenêtre économique très spécifique. Le club espagnol savait qu'en juin-juillet, certaines contraintes budgétaires de la Liga se desserraient légèrement. Mais il voulait aussi s'assurer que si Gordon brillait à la Coupe du Monde, sa valeur ne s'envolerait pas davantage. Donc, ils ont frappé. Rapidement. Typiquement catalan, diraient certains. Maintenant, parlons de ce que tout le monde chuchote à Barcelone depuis une semaine. Marcus Rashford. Le prêt de Manchester United. Le joueur qui s'est transformé en machine de guerre cette saison avec 14 buts et 14 passes décisives. Avant l'arrivée de Gordon, il y avait une question apparemment simple. Le Barça va-t-il activer l'option d'achat pour Rashford? Manchester United demande 26 millions d'euros. C'est pas énorme pour un joueur de ce calibre. Et Rashford veut rester. Il a même dit publiquement qu'il était prêt à accepter une réduction de salaire. Hansi Flick l'adore. Vraiment. Le coach apprécie l'engagement, la mentalité, la productivité de Rashford. Mais maintenant que Gordon arrive, tout devient infiniment plus complexe. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Le FC Barcelone n'a pas une fortune illimitée. Oui, ils ont amélioré leurs finances. Oui, ils ont plus de flexibilité qu'avant, mais ils ne peuvent pas dépenser 100 millions en attaquant. C'est simple mathématique. Alors le dilemme surgit. Si Gordon coûte 80 millions, et que vous rajoutez les salaires, les commissions, les bonus, vous approchez rapidement les 110, 120 millions. Et d'un côté, vous avez Rashford à seulement 26 millions plus un salaire modéré en raison de sa volonté de rester. Qui choisirez-vous? C'est une question que Flick, avec tout son génie tactique, doit résoudre. Les premiers bruits qui circulent, Rashford pourrait demeurer à titre de joker, de profil alternatif. Mais sa position centrale s'affaiblit. Et la fin juin va être un moment de tension à Barcelone. Revenons à quelque chose que j'ai mentionné brièvement, mais qui mérite vraiment notre attention. Les statistiques de pression de Gordon. C'est obsédant pour Hansi Flick. Newcastle, dans les derniers mois de la saison, a utilisé Gordon comme numéro 9, position inhabituellement centrale pour un ailier. Pourquoi? Pas pour ses qualités de finisseur.
mais pour sa capacité à initier une pression infatigable. Gordon va presse le gardien. Il va presse le défenseur. Il va presse le milieu. Sans interruption. Sans pitié. C'est pas glamour. C'est pas spectaculaire. Mais c'est addictif pour un entraîneur moderne. Flick, nouveau coach de Barcelone, est obsédé par la pression. Son football requiert que les attaquants défendent autant qu'ils n'attaquent. Et c'est un problème à Barcelone. Lamine Yamal, ce prodige offensif, ne presse pas naturellement. Et Rafinha, excellentissime, a des phases où il baisse d'intensité. Donc, avoir Gordon, qui va plonger dans chaque situation défensive avec une rage contenue, c'est révolutionnaire pour l'équipe. Vous voyez les images du Camp Nou en septembre? Newcastle contre Barcelona en Ligue des Champions? Les premières 20 minutes, Newcastle submerge Barcelone. Et au centre de ce tsunami, Gordon, ce jeune ailier anglais qui terrorise la défense azulgrana avec sa vitesse et son engagement. Flick a vu ces images. Il a reconnu le profil. Et il a voulu le transformer en un de ses armes tactiques principales. Voici un détail que presque tous les critiques ratent. Gordon, durant cette saison, a passé 42% de ses minutes en tant que numéro 9. Pas ailier. Numéro 9. Milieu de terrain avancé. Position centrale. Et ce n'est pas accidentel. Newcastle l'expérimentait. À Barcelona, cette flexibilité devient un atout majeur. Pourquoi? Parce que Robert Lewandowski s'en va. Le géant polonais, avec ses 36 ans, quitte la Catalogne. Et il y a un vide. Pas un vide facile à combler. Un vide énorme. Fran Torres va être le numéro 9 titulaire. Mais Torres tout seul, c'est insuffisant pour les ambitions du Barcelone. Gordon peut occuper cette position en rotation, en alternative, en pivot offensif. Et il peut aussi revenir à ses fondamentaux d'ailier. C'est cette polyvalence qui explique vraiment l'investissement. Barcelone paie pas juste pour un ailier gauche. Barcelona paie pour une multiprise tactique. Et c'est ça que personne n'ose vraiment formuler. Gordon n'est pas un remplaçant de Rashford. Gordon n'est pas un remplaçant de Lewandowski. Gordon est une nouvelle arme. Une arme qui crée des dilemmes défensifs, qui élargit les options tactiques, qui force les défenses à faire des choix impossibles. Parlons argent. Parce que c'est souvent le tabou. Barcelone a payé 80 millions, mais pas tout de suite. Certainement pas. La structure d'amortissement est centrale ici. Le contrat de Gordon s'étend jusqu'en 2031. 5 ans. Et quand vous amortissez 70 millions fixes, avec 10 en bonus, sur 5 années, vous obtenez 14 millions par année en coût comptable. 14 millions. C'est gérable. C'est très différent de bombarder 80 millions d'un coup dans les comptes d'une seule saison. Parallèlement, les salaires de Gordon sont probablement inférieurs à ceux de Rashford. Pourquoi? Parce que Manchester United paie à Rashford approximativement 300 000 livres par semaine depuis son renouvellement contractuel. C'est énorme. Gordon, ancien joueur d'Everton avec un passage à Newcastle, recevra certainement une augmentation, mais probablement pas triple sa paie. Donc, le vrai calcul devient ceci: investir 80 millions, mais étalé sur 5 ans, avec un salaire inférieur, pour un joueur plus jeune avec une revente future potentielle, c'est mieux que 26 millions directs plus les énormes salaires de Rashford sur une longue durée. C'est de la gestion d'actifs. C'est du baseball moderne appliqué au football. Et honnêtement, c'est malin. Attendez, on ne peut pas oublier Newcastle dans cette histoire. Parce que vendre Gordon, c'est aussi une décision majeure pour les Magpies. La saison précédente, ils ont vendu Alexander Isak pour 125 millions à Liverpool. 125. C'était salement cher. Et l'année d'après, vendre Gordon pour 80, ça paraît logique comme continuation. Mais voici le vrai sujet. Newcastle essaie d'établir une nouvelle philosophie de transfert. Après le fiasco de l'été précédent, où la vente d'Isaac les a mis en panique totale et les a poussés à faire des acquisitions désastreuses, la direction actuelle veut normaliser les ventes. Ils veulent un modèle de trading permanent. Tu vends bien, tu achètes mieux. C'est la stratégie. Donc vendre Gordon rapidement, s'entraîner, c'est la preuve de concept. C'est montrer aux futurs acquéreurs que Newcastle bouge vite, que Newcastle est professionnel, que Newcastle dispose d'une direction capable de négocier fermement. Et ça payera. Cela dit, le départ de Gordon crée un énorme problème pour Newcastle. Comment remplacer cet ailier? Comment trouver quelqu'un avec cette vélocité, cet engagement défensif, cette polyvalence? La période estivale va être compliquée. Et puis, il y a cet élément que presque personne ne mentionne. Gordon est fan de Barcelone depuis l'enfance. Il a grandi en regardant le FC Barcelone.
Il a rêvé de jouer à Barcelone. Et quand l'opportunité s'est présentée, ce n'était pas juste un transfert professionnel. C'était l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Lors de sa conférence de presse, Gordon l'a calmement articulé en espagnol. « Depuis que je suis enfant, j'ai cru que je jouerais pour le Barça. » Ce n'est pas un détail de communication. C'est la raison pure. C'est pourquoi, quand Barcelone a appelé, Gordon a dit oui immédiatement. C'est pourquoi il a refusé Munich. Munich, c'est une carrière. Barcelone, c'était sa destinée. Et ça change la dynamique psychologique du transfert. Gordon va se battre pour réussir à Barcelone. Il va absorber la pression. Il va performer. Pas par obligation contractuelle, mais par désir personnel profond. Et c'est un élément que les critiques financiers oublient systématiquement. Donc, que se passe-t-il à partir de là? Première hypothèse. Gordon arrive à Barcelone en pleine forme mentale, trouve sa place dans le système de Flick et progresse énormément. Ses nombres de Ligue des Champions se renouvellent. Il devient une star. Et 80 millions semble soudainement une belle affaire. Deuxième hypothèse, Gordon lutte à adapter son jeu au football catalan. Le contrôle du ballon n'est pas sa nature. Il veut courir, presser, être dans l'action brute. Et il finit comme un joker, une solution alternative, pas un pilier. 40 millions d'euros gaspillés. Troisième hypothèse, Gordon surprend tout le monde. Il ne devient pas juste une solution offensive, mais un leader, une présence morale dans le vestiaire. Et il devient un des piliers de Barcelone pour les 5 prochaines années. Barcelona vend plus tard pour 200 millions. Et l'affaire s'avère prophétique. Person element. Je pense que c'est l'hypothèse 3. Gordon a les aptitudes mentales pour ça. Il a été confronté à la pression en Premier League. Il a performé en Ligue des Champions. Et maintenant, il a une opportunité de jouer pour son club de rêve. Il va faire preuve d'une abnégation remarquable. Donc voilà. 80 millions d'euros pour un mec qui a marqué 3 buts en Premier League, ce n'est pas stupide. C'est stratégique. C'est pensé. C'est l'inverse de stupide. C'est visionnaire. Barcelone a identifié un profil. Hansi Flick a identifié un joueur. Et l'institution catalane a eu le courage de payer le prix pour le sécuriser. C'est ça qui distingue les grands clubs des autres. Et maintenant, on attend, parce que dans 6 mois, nous allons nous souvenir de cette analyse. Et si Gordon explose à Barcelone, comme je le pense sincèrement, nous allons réaliser que ce transfert était un masterclass de gestion sportive. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que Barcelona a surpayé ou que c'était une affaire? Parce que honnêtement, la ligne entre génie et folie n'existe que dans le temps. Et le temps va nous dire qui avait raison. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette analyse, mettez un like, inscrivez-vous, activez la cloche. On se retrouve prochainement sur Flash Foot pour une autre décortiquage du football qu'on adore. À très bientôt.